Il ne faut pas avoir peur. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de géopolitique et de ce qui va se passer. Quel est notre avenir de géopolitique, Qu'est-ce qui va se passer partout dans le monde? Aujourd'hui, je reçois Laurent Ozon, essayiste. Bonjour Charles-Laurent, comment ça va? Bonjour, merci. Ça va. Là, j'ai vu, tu avais une théorie excessivement intéressante sur les années à venir, 2024-2030. Pourquoi, là, c'est cette petite période? Alors, je ne suis pas venu avec ma boule de cristal, contrairement à ce que, contrairement à ce que laisse penser ton introduction. Non, je me pose la question de savoir quelles sont les idéologies structurantes et les blocs politiques qui sont en ligne. Et pas simplement en France, puisque nous sommes dorénavant, je dirais... innervée dans l'Union européenne, qui est elle-même innervée dans le bloc occidental, et nous sommes devenus une annexe, une banlieue de Bruxelles, et Bruxelles est devenue une banlieue de Washington. Et donc, évidemment, dans ce contexte-là, essayer de comprendre d'abord notre place, mais aussi la façon dont se structurent les opinions, les partis, au niveau européen, parfois même au niveau des États-Unis, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a un certain nombre d'analogies. On a vu par exemple que les campagnes qui avaient été menées contre la France insoumise depuis maintenant 2-3 ans, qu'on a vu se mettre en place par le biais de médias qui sont apparus comme des médias conservateurs, sont des opérations qu'on a vu se mettre en place de la même manière contre Jeremy Corbyn et le Labour, il y a quelques années, en Grande-Bretagne. Donc, quand on voit cela, ou quand on voit, par exemple, comment l'AfD en Allemagne, le Front National, ou Giorgia Meloni se mettent en place, quand on voit en fait la simultanéité d'un certain nombre de profils et de lignes politiques, et je dirais les alignements qui se font entre les pays, et qu'on se dit, tiens, c'est marrant, ça ressemble à chez nous, ça. On se dit, ok, c'est peut-être un hasard. Des fois, ça existe, les hasards. Bon, on a tous nos spécificités nationales. Comme disaient des proches, on a notre susceptibilité limousine. On a certainement aussi notre susceptibilité française et nos particularités de fonctionnement. Mais il n'est pas inintéressant d'établir des comparaisons, de faire des comparaisons. Et quand on les fait, on s'aperçoit qu'effectivement commencent à se dessiner des blocs. Et des blocs qui trouvent le moyen de s'exprimer, parfois de façon plus ou moins claire, au niveau du Parlement européen aussi, et qui résonnent aussi avec des enjeux internationaux et des enjeux de géopolitique. Donc la France qui est banlieue de Bruxelles, c'est quoi? C'est Molenbeek, c'est ça? Non, mais vous voyez ce que je veux dire par là. C'est-à-dire que globalement, aujourd'hui, on a perdu très largement notre marge de manœuvre et on a en gros un parti en France, on va dire un bloc politique en France, qui est favorable aux ultimes transferts de souveraineté, c'est-à-dire ceux que nous n'avons pas encore réalisés. On a déjà réussi, on a transféré la monnaie, on a transféré une partie de notre droit, enfin on a transféré déjà beaucoup de choses. Bon, il y a un bloc politique en France. Qu'est-ce qui reste à transférer encore? Il y a typiquement notre siège à l'ONU, il y a la dissuasion nucléaire, il y a notre armée, il y a encore un certain nombre de choses que nous faisons, sur lesquelles nous avons de la prise, sur lesquelles il existe un État français. Et donc, il y a un parti, un bloc politique, aujourd'hui, qui est favorable aux ultimes transferts, à ces ultimes transferts de souveraineté. Ce bloc politique, il va, pour faire simple, je dirais, quasiment du Parti communiste, mais on va dire plutôt d'Europe Écologie Les Verts, en passant par le Parti socialiste, le bloc macroniste, ensemble, et une grosse partie de LR. Et quoi, c'est-à-dire, ça, c'est parce que t'as divisé tout ça en plusieurs blocs. Donc ça, c'est une forme de bloc, je dirais, du mainstream, c'est-à-dire du système. Il ne faut pas l'appeler système parce que chaque bloc fait système d'une certaine façon. Donc c'est un bloc et il y a un bloc politique et on retrouve ce bloc politique en l'état quasiment au Parlement européen et on le retrouve dans la plupart des pays européens. C'est-à-dire on retrouve dans la plupart des pays européens globalement des partis écologistes qui, il y a 30-40 ans, étaient toutes des formations politiques pacifistes, plutôt travaillant sur les questions d'autonomie, de production énergétique, d'autonomie vivrière, etc., et qui étaient pacifistes, antinucléaires, etc. On voit tous que ces partis aujourd'hui sont des partis militarisés, militaristes, pro-guerre contre la Russie, pro-OTAN,
pro-budget pour l'armée, etc., etc. Et donc, il s'est bien passé quelque chose. C'est-à-dire que si on regarde ce qui se passe en France, on peut déjà s'en étonner quand on a un peu de recul. C'est sûr que si on débarque dans la politique maintenant, on se dit tiens, les Verts, c'est comme ça. Bon, mais en fait, non. Tout ça était radicalement bouleversé. Surtout que l'on dise que le PCF peut avoir des accointances idéologiques importantes avec LR ou le macronisme, j'imagine que le commun des mortels, ça, il ne comprend pas. Non, il ne comprend pas parce que précisément, le but, une grosse partie du boulot des médias consiste à nous distraire avec des enjeux de seconde main. Et ce qui est intéressant en politique, c'est de se consacrer aux enjeux durs, c'est-à-dire à ceux qui ont une importance. Typiquement, la dette, c'est du dur, c'est pas du mou. La dissuasion nucléaire, c'est du dur, c'est pas du mou. Notre indépendance énergétique, c'est du dur, c'est pas du mou. Le marché européen de l'électricité, c'est du dur, c'est pas du mou, etc., etc. On peut agiter des gamelles, faire du bruit sur les antennes sur le thème de la Palestine ou de je ne sais quoi d'autre, ou de thèmes dérivatifs de politique internationale qui peuvent avoir leur importance ou autre. Mais ce qu'on doit regarder toujours en matière politique, ce sont les lignes dures. En gros, qu'est-ce que propose ce parti sur la question de la guerre? Est-ce qu'il est pro-guerre ou anti-guerre? Est-ce qu'il est favorable à l'OTAN? Est-ce qu'il est favorable à ce que nous augmentions notre dette ou à ce que nous résolvions le problème de la dette d'une façon ou d'une autre? Est-ce qu'il est favorable à des transferts de souveraineté supplémentaires, typiquement notre siège à l'ONU et la dissuasion nucléaire au niveau européen ou à partager avec l'Allemagne et avec d'autres? Bref, quels sont les avis de ces partis politiques sur les choses dures? Et quand on se consacre uniquement à ces choses dures et qu'on met de côté les choses qui servent à nous distraire, c'est-à-dire l'actualité, montée en mousse en permanence par des médias, on arrive, effectivement, l'immigration, c'est du dur, voilà, on arrive sur un bloc politique qui est très clair, dont les contours sont très clairs, qui est pro-immigrationniste, immigration contrôlée, certes, immigration gérée, mais immigration régularisée, on va dire, c'est-à-dire ils sont pour diminuer l'immigration illégale, mais pour augmenter l'immigration légale, ce qu'on appelle une politique migrationniste. C'est la politique menée par Justin Trudeau au Canada, qui a pour but, avec sous les conseils de cabinets de conseil comme McKinsey, etc., de faire passer la population de 35 à 40 millions à plus de 100 millions de personnes au Canada d'ici à la fin du siècle. Mais c'est important ce que tu dis sur les médias qui à chaque fois rajoutent une pièce, parce que en fait, c'est pas là que se joue. Ça se ne joue pas, parce qu'en fait, qu'est-ce que font les médias aujourd'hui? Ils disent, voilà, il va y avoir la présidence de machin, la présidence de trucs, ils vont faire ceci, cela, on a proposé tel nom, tel ceci, mais ça, le but de ça, c'est que les gens voient ce théâtre et ne s'occupent que de ces théâtres. Mais derrière, il y a des choses qui se passent. Oui, précisément, mais le but de l'activité du spectacle médiatique, c'est en permanence de distraire. On ne peut pas leur reprocher. Ils font distraire, c'est occuper du temps d'antenne. Distraire, mais d'empêcher l'opposition. Alors, distraire, ça veut dire notamment faire du spectacle ou créer des enjeux qui sont des enjeux plus ou moins importants et parfois de mettre de côté ceux qui sont réellement importants. Typiquement, la question de la dette me semble être une question fondamentale. Oui. Je suis désolé, mais on n'a pas découvert aujourd'hui les négociations et les problèmes de taux d'intérêt qu'allait poser notre dette. Il y a des gens qui parlent de ça depuis plusieurs années déjà et qui ont expliqué que les choix de Bruno Le Maire étaient littéralement suicidaires. On est en train de se réveiller maintenant et de dire... Ils étaient sciemment suicidaires ? Bon, on va pas... c'est un débat que je n'ouvrirai pas aujourd'hui. Je pense que oui. Voilà, je pense que oui. Je pense qu'on ne peut pas prendre ces décisions-là sans avoir été cornaqué pour le faire. Et quand on regarde Bruno Le Maire, entre ses pratiques d'écrivain de romans pseudo-pornographiques, ses activités ou ses déambulations dans les rues de Saint-Jean-de-Luz pendant l'été, on peut dire que c'est un type qui n'a pas été débordé de travail. On ne peut pas dire non plus que c'est quelqu'un qui n'a pas eu le temps et la durée d'installation dans son ministère qui lui permettait une pensée et une action de moyen et de long terme. Donc, je veux dire, si ce gars-là avait été ministre de l'économie pendant 1 an et demi, on aurait pu dire, ok, bon, erreur possible, mauvais conseil, pas en place, etc., etc. Là, c'est un type qui est dans ses fonctions depuis un bout de temps déjà. Donc non, il y a absolument aucun doute sur le fait que pour moi, ce gars-là a été mis en place précisément pour... gréver en quelque sorte le budget de l'État, endetter la France, et je ne crois pas qu'il a été mis là tout seul d'ailleurs, et augmenter le niveau de dépendance de la France, non seulement à l'égard des marchés, on ne sait toujours pas en grosse partie qui détient la dette de la France, et simultanément la rendre plus dépendante des oukases possibles de l'Union européenne. Donc, pour en revenir à notre sujet,
il y a bien des blocs politiques, et ces blocs, aujourd'hui, ne se dévoilent pas pour ce qu'ils sont. Il y a bien un bloc, aujourd'hui, qui occupe plusieurs partis, qui est à cheval sur plusieurs partis politiques, et qui veut globalement la même chose en Ukraine, avec l'OTAN, sur la dette, sur l'immigration, etc., etc. Et ce bloc, tu appelles ça, ou vous appelez ça le bloc, le système, c'est simplement le bloc effectivement dominant aujourd'hui au niveau du Parlement européen, qui va du Parti populaire européen au Parti social-démocrate, Parti socialiste européen, et qui inclut tous les partis écologistes européens de la même façon. Alors certes, on trouve parfois des anomalies là-dedans. On trouve des élus qui, dans ces partis-là, ne tiennent pas ce discours-là, ou prétendent s'en défaire, ou prétendent prendre leur distance sur tel et tel point avec. On trouve toujours un bel ami qui, au moment des élections, vient nous faire du cinéma, un théâtre de marionnettes. C'est possible. Comme on peut trouver une Michèle Rivasi, qui est décédée il y a peu de temps, qui était une députée européenne fantastique, qui a fait un boulot absolument incroyable avec Virginie Joron au Parlement européen pour nos droits et nos libertés, et qui est décédée, mais qui était une anomalie, qui était une exception dans le bloc politique que constituaient les partis écologistes au Parlement européen. Du coup, donc il y a ce bloc du PCF jusqu'à LR. Quel est l'autre bloc qui lui fait face ? Alors, il y a un autre bloc qui, lui, se positionne, qui est considéré comme étant le bloc de droite, voire d'extrême droite. On va le considérer comme souverainiste, de droite, d'extrême droite, anti-immigration, peu importe le nom qu'on lui donne, appelons ce bloc le bloc 2. On va dire que le premier bloc dont je vous ai parlé, c'était le bloc 1. On va dire que c'est tous les partis, globalement, qui sont d'accord sur toutes les questions dont je vous ai parlé, de l'immigration à la dette, en passant par les transferts de souveraineté vers l'Union européenne, etc., etc. Et il faut vous dire que tous ces éléments sont cohérents. Qu'est-ce qui permet de justifier des transferts de souveraineté militaire ? Qu'est-ce qui a permis de poser la question ou de justifier la question des derniers transferts de souveraineté de la France en direction de l'Union européenne, si ce n'est l'épouvantail russe et l'agitation fantastique qui a été créée dans les médias et par les politiques au plus haut niveau de l'État sur la guerre en Ukraine et la façon dont elle a été entretenue de façon parfois totalement artificielle au prix de centaines de milliers de victimes. Eh bien, ça, c'est l'excellent prétexte, par exemple, pour Macron et pour d'autres, d'essayer effectivement de digérer les derniers pans de souveraineté et d'État et d'autonomie de l'État français. Bon, donc ça, tout cela forme un bloc, et ce bloc, il faut comprendre que chaque partie est cohérente. Vous ne pouvez pas comprendre la logique de la dette et de l'endettement massif, de la politique d'endettement massif poursuivi par ces partis, par Emmanuel Macron avec des questions de dette, avec des questions de Covid, ou demain pour des questions de climat. Je pense que demain, si on avait un Premier ministre très orienté écolo, ou une dominante de politique écologiste, eh bien la question climatique pourrait servir typiquement encore à augmenter, à faire à nouveau exploser la dette. Il faut comprendre que tout ça est cohérent, parce qu'il y a derrière des gens qui détiennent cette dette, qui apprennent des pouvoirs et donc qui prennent un ascendant sur la politique des États grâce à cette dette, à la politique sociale, à la politique culturelle, à la politique des États. Il y a aussi une institution européenne qui, elle, en quelque sorte, se trouve dotée, plus l'État est endetté, plus sa dette augmente, plus la confrontation et l'hypothèse d'une confrontation, d'un rapport de force avec les institutions européennes pour faire valoir ses droits nationaux dans le cadre des rapports de force du Parlement européen devient de plus en plus improbable, parce que non seulement vous avez une dette énorme, mais en plus, vous avez des gens qui détiennent le robinet monétaire et qui sont capables d'en jouer pour vous mettre en difficulté. Et donc, comprendre le bloc 1, c'est comprendre que tout, de la dette à l'immigration, de la guerre à la perte de souveraineté, tout est cohérent. Chaque décision, chaque politique alimente quelque chose et tout converge pour que l'ensemble de ces éléments-là aboutissent à la disparition de ce pays, du nôtre et des autres, rapidement, et évidemment aussi à la disparition des peuples culturels qui l'ont créé dans l'histoire. Pardon, monsieur, je suis confus, j'ai égaré mon briquet. On a aussi tendance à jouer avec le feu. Google, qui est une création de la CIA. L'équipe de Géopolitique Profonde vous donne le meilleur de l'actualité brûlante. Mais en échange, on veut un geste de votre part. Merci de ce geste d'amour. On vous le rendra. Ravi. Pardon, monsieur.